De quel côté es-tu vraiment? Je suis de ton côté si tu me fais une place. Le dîner sera prêt dans quelques minutes. Je n'ai pas faim. Oh, Betty, voyons. Père, s'il te plaît. Très bien. Pendant 6 ans, l'Amérique a regardé La Famille parfaite chaque semaine. Mais dans un épisode de 1959, quelque chose a filtré que personne n'était censé voir. Les mains de Stace, de Robert Young tremblaient. Ses mots sortaient un peu trop lentement. Les monteurs l'ont laissé parce que les retouches coûtaient 25 000 $. Des décennies plus tard, sa femme a finalement admis ce qui se passait réellement pendant le tournage. Et ce n'était pas qu'une seule scène. C'était presque chaque épisode. La vérité sur ce que les caméras ont capturé accidentellement allait choquer les familles qui lui faisaient le plus confiance. En août 1949, une nouvelle émission de radio a commencé, intitulée Father Knows Best, Papa a toujours raison. À cette époque, il y avait déjà 19 autres émissions familiales essayant de gagner des auditeurs. Mais d'une manière ou d'une autre, celle-ci est restée à l'antenne plus longtemps que toutes les autres. Elle a duré 5 années complètes et a diffusé 187 épisodes, principalement les jeudis soirs. Ed James, qui l'a créée, a écrit lui-même plus de 100 des scénarios. Même si la plupart des émissions familiales étaient en train de mourir parce que la télévision prenait le relais, Father Knows Best a continué à être forte. Elle a même été diffusée sur 39 stations canadiennes aussi. En 1951, elle a atteint une cote d'écoute de 13,4, la plus élevée de la saison. Des sponsors comme Maxwell House Coffee et General Foods sont restés fidèles. Alors que d'autres disparaissaient, cette émission a tranquillement jeté les bases de quelque chose de beaucoup plus grand. En 1953, tout a de nouveau changé lorsque Robert Young, qui jouait le père à la radio, s'est associé à un producteur nommé Eugene B. Rodney. Ils ont créé leur propre société appelée Rodney Young Production et ont prévu d'amener Father Knows Best à la télévision. Ils se sont associés à Screen Gems et ont investi 40 000 $ juste pour construire le décor de la maison de la famille Anderson sur la scène 11 des studios Columbia Pictures. Ce décor a été conçu de manière à permettre aux caméras de se déplacer plus librement, ce qui n'était pas courant à l'époque. Chaque épisode coûtait 25 000 $ à produire et était filmé sur pellicule noir et blanc de 35 mm. Il gardait une longueur d'avance en ayant toujours 17 épisodes prêts avant la diffusion. Ensemble, Robert Young et Eugene Rodney ont travaillé pendant 11 ans à la réalisation de 203 épisodes télévisés et à la définition de ce qui allait devenir la norme pour les émissions familiales. Mais la plus grande surprise est venue lorsqu'ils ont changé le personnage du père à la radio. Jim Anderson était vif, impatient et même grossier parfois. Il appelait souvent ses enfants stupides et agissait comme un mari fatigué et en colère. Ce genre de comportement était courant pour les pères comiques à la radio à cette époque. Mais lorsqu'ils sont passés à la télévision en 1954, tout a changé. Le nouveau Jim Anderson est devenu calme, gentil et intelligent. Les critiques ont même dit qu'il était le premier père intelligent jamais montré à la télévision. La différence était si grande qu'elle a complètement inversé l'image du personnage. Cela a montré à quel point l'Amérique voulait des pères forts et aimants à la télévision après la Seconde Guerre mondiale. Il y avait aussi une autre surprise cachée. Avant que Jane Wyatt ne joue la mère à la télévision, la version radio de Margaret Anderson avait été interprétée par John Vanderpyle. La plupart des gens ne savent pas et sentent pas que John était aussi la voix de Wilma Pierrafeu. Après le départ de la première actrice, June Whitley, Jean l'a remplacée et a interprété le personnage pour la plupart des 197 épisodes de la radio. Elle ne gagnait que 250 $ par épisode à l'époque. Plus tard, elle a été payée seulement 15 000 $ au total pour tout son travail de Wilma Pierrafeu. Pourtant, sa voix a contribué à façonner 2 des mères les plus connues de la télévision, et très peu de gens ont réalisé qu'il s'agissait de la même personne. En mai 1954, quelques mois seulement avant la diffusion de la vraie émission, il y a eu une version test ratée appelée « Keep it in the family », « Gardez ça en famille ».
Elle a été diffusée sur Ford Theatre et avait une distribution complètement différente, à l'exception de Robert Young. Cette version n'a pas fonctionné. Les acteurs ne correspondaient tout simplement pas et la famille ne semblait pas réelle. Eugene Rodney a rejeté la distribution et a ordonné une recherche complète de nouveaux acteurs. Plus de 30 garçons ont auditionné pour le rôle de Bud. Celui qui l'a obtenu, Billy Gray, a été choisi parce qu'il prononçait des répliques amusantes d'une manière tout à fait sérieuse. Lorsqu'on lui a demandé de lire une ligne où Bud dit « Quelle taille d'écran, papa ?» Après avoir entendu parler d'une fille qui avait volé l'argent de la télévision de sa tante, tous les autres acteurs ont essayé d'être drôles. Mais Billy l'a joué droit, et c'est ce que les producteurs voulaient. Lauren Chapin, qui jouait Cathy, a battu 78 autres filles. Elle n'avait pas d'expérience en tant qu'actrice, mais c'est exactement pour cela qu'ils l'ont choisie. Elle se sentait réelle. Plus tard, il s'est avéré qu'elle travaillait 16 heures par jour sur le plateau, avec des répétitions le lundi et le mardi, des tournages du mercredi au vendredi et du travail supplémentaire le samedi si nécessaire. Elle n'avait que 8 ans. Elle devait étudier avec un tuteur dans une tente entre les prises et la pression était forte. À la maison, sa vie était bien pire. Elle vivait avec une mère alcoolique et un père qui la maltraitait. Alors qu'elle jouait la fille de télévision parfaite, sa vie réelle était pleine de douleurs. Jane Wyatt, qui jouait Margaret à la télévision, avait un secret bien à elle. Elle avait été mise sur liste noire à Hollywood au début des années 1950. En 1947, elle s'était envolée pour Washington avec des acteurs comme Humphrey Bogart pour protester contre la chasse aux prétendus communistes par le gouvernement. À cause de cela, les studios ont cessé de l'embaucher. Parfois, on lui donnait des rôles pour les lui retirer quelques jours plus tard. Elle a même été étiquetée de manière prématurée comme antifasciste pour s'être exprimée contre Hitler avant que l'Amérique n'entre dans la Seconde Guerre mondiale. Cette liste noire l'a poussée vers la télévision et Father Knows Best a fini par sauver sa carrière. En octobre 1954, CBS a commis l'une des erreurs de programmation les plus étranges de l'histoire de la télévision. Father Knows Best, une émission destinée aux familles et aux enfants, a été placée à 22h01 le dimanche soir. Elle venait de remporter 4 prix nationaux de la télévision cette année-là, dont le prix Sylvania pour le divertissement familial exceptionnel. Les critiques l'ont adorée, la qualifiant de l'une des comédies familiales les plus crédibles jamais réalisées. Mais comment les familles pouvaient-elles la regarder alors que les enfants avaient l'école le lendemain? Même si l'émission était saluée par des juges comme Ethel Barrymore, elle perdait des téléspectateurs chaque semaine à cause de son créneau horaire impossible. C'était un moment rare dans l'histoire de la télévision où une émission remportait des prix et échouait en même temps. Les choses ont empiré lorsque Kent Cigarettes, le principal commanditaire de l'émission, l'a annulée après seulement 13 épisodes. Ils avaient accepté d'en faire 26, mais se sont retirés plus tôt parce que les codes d'écoute n'étaient pas assez élevés. C'était choquant parce que les critiques la qualifiaient de meilleure émission familiale à la télévision. L'ironie était qu'une entreprise de cigarettes à peine connue pour ses valeurs familiales avait décidé de tuer une émission louée pour sa morale saine. Pourtant, les producteurs sont restés optimistes. Les journaux ont rapporté qu'ils croyaient que la réputation de l'émission était assez forte pour attirer un nouveau commanditaire. Ils avaient raison. L'annulation a déclenché quelque chose que la télévision n'avait jamais vu auparavant. Les fans ont commencé à écrire des lettres, des milliers, à CBS pour supplier l'émission de revenir. Ces lettres n'étaient ni courtes ni simples. Les familles sans cesse ont écrit sur le fait que Father Knows Best était la seule émission qu'elles pouvaient toutes regarder ensemble, comment elle enseignait des leçons et les faisait se sentir connectées. C'était la première fois que les téléspectateurs s'organisaient pour sauver une émission de télévision, prouvant que le public avait un réel pouvoir. Tant de lettres sont arrivées que NBC l'a remarqué et a décidé de ramener la série, entrant dans l'histoire en ressuscitant une émission uniquement à cause de la demande du public.
Scott Paper Company a vu ce que CBS et Kent Cigarettes ne pouvaient pas. Ils ont reconnu le potentiel de l'émission et ont agi rapidement pour la sauver. En mars 1955, ils ont conclu un accord avec NBC pour reprendre le commandite. Ils lui ont donné un nouveau foyer le mercredi soir à 20h30, un moment idéal pour que les familles se réunissent. C'était une décision audacieuse qui leur a coûté un demi-million de dollars, mais cela a fonctionné. NBC a commencé la production de 13 nouveaux épisodes en mai, et toute l'industrie a commencé à parler du pari brillant de Scott Paper. En 1956, le pari a porté ses fruits. L'émission est passée d'une annulation à une audience de 19 millions de foyers. En un an, Father Knows Best est devenue l'une des 10 émissions les plus regardées en Amérique. Même lorsque NBC l'a annulée à nouveau en 1958, CBS l'a immédiatement reprise et le public serait resté fidèle. Entre 1960 et 1963, des rediffusions ont continué à être diffusées sur CBS et ABC, prouvant que sa chaleur familiale résonnait toujours. Ce qui avait commencé comme un désastre de programmation s'est transformé en l'un des plus grands retours de l'histoire de la télévision. En 1954, des millions d'Américains se sont assis ensemble devant des téléviseurs en noir et blanc pour regarder une famille parfaite. Ils ont ri avec les Anderson. Ils ont fait confiance à Jim Anderson, le père à la voix douce qui savait toujours ce qui était juste. La cuisine était lumineuse, le salon chaleureux et les enfants tiraient toujours une leçon à la fin de l'épisode. On se sentait en sécurité, on se sentait honnête. Mais ce que personne n'a vu, c'est ce qui s'est réellement passé lorsque les caméras ont cessé de tourner. Derrière ces visages souriants se trouvaient 2 personnes, Robert Young et Lauren Chapin, qui s'effondraient tranquillement. Robert Young a joué Jim Anderson pendant plus de 200 épisodes. Il portait une cravate, donnait des conseils avisés et semblait toujours calme. Mais le vrai Robert se noyait. Ses problèmes avaient commencé bien avant même le début de l'émission. Dans les années 1940, il buvait déjà beaucoup pour échapper à la pression d'Hollywood. Au début, c'était juste pour calmer ses nerfs, mais cela a rapidement pris le contrôle de sa vie. Sa dépression a commencé vers 1946 et ne l'a jamais vraiment quitté. Pendant toute la durée de Father Knows Best, alors qu'il agissait comme l'homme le plus stable d'Amérique, il souffrait en réalité en silence. Il buvait souvent avant de filmer. Il l'a bien caché. Même l'équipe ne le savait pas la plupart du temps. Mais en coulisses, sa femme Betty voyait tout. Elle devait l'empêcher de s'embarrasser en public. Parfois, il venait travailler ivre. Parfois, il ne rentrait pas du tout à la maison. Pourtant, il se présentait et disait ses répliques comme si tout allait bien. Lauren Chapin n'avait que 8 ans lorsqu'elle a obtenu le rôle de Kitten Anderson. Elle a battu 250 autres filles. Elle était petite, avait les yeux brillants et une petite voix douce qui faisait sourire les gens. Elle a remporté 5 prix Emmy Jr. Elle est apparue dans 186 des 203 épisodes de l'émission. Mais alors que l'Amérique la voyait comme la petite fille parfaite, sa vie réelle était remplie d'horreur. Sa mère était une alcoolique qui avait la tuberculose et ne pouvait pas lui donner l'amour dont elle avait besoin. Son père était bien pire. Il a commencé à abuser sexuellement de Lauren lorsqu'elle n'avait que 2 ans. Les abus sont revenus lorsqu'elle avait 16 ans, juste au moment où elle jouait encore dans l'émission. Un ami de la famille avait également abusé d'elle lorsqu'elle était plus jeune. Chaque jour, elle venait travailler pour jouer le rôle d'une enfant heureuse dans une famille gentille, mais elle ne savait même pas ce que cela signifiait. Elle a dit plus tard qu'elle avait appris comment les familles étaient censées agir en lisant les scénarios de l'émission. Sa vraie maison n'avait pas d'amour. Elle avait de la violence et de la peur. Le décor de la cuisine de l'émission était réel. Il a coûté 40 000 $ et avait des appareils électroménagers en état de marche. Les acteurs y prenaient du café et des viennoiseries le matin. Ils rangeaient les déjeuners dans le réfrigérateur comme si c'était leur vraie maison. Le réalisateur Peter Tewksbury leur faisait répéter chaque petite chose, étaler du beurre, tourner les pages, mettre la table jusqu'à ce que cela.
ait l'air complètement naturel pour que le public ait l'impression d'une vraie famille. Mais ce n'était qu'un masque bien peint. Alors qu'il partageait un café dans cette cuisine, Robert Young cachait sa consommation d'alcool et Lauren venait d'une maison pleine de douleur. À l'écran, tout était en noir et blanc. Hors écran, c'était plus sombre que quiconque ne pouvait l'imaginer. Au moment où l'émission s'est terminée en 1962, Lauren n'avait que 17 ans et tout s'est effondré rapidement. Elle avait été si étroitement liée au personnage de Kitten que personne à Hollywood ne voulait l'embaucher à nouveau. Elle n'avait pas de carrière, pas de revenus, pas d'aide. Sa mère, celle-là même qui a laissé les autres lui faire du mal, l'a même poursuivie en justice pour ses propres revenus et à 18 ans, Lauren a commencé à consommer de la marijuana et à boire. Puis, c'est devenu pire. Elle est passée à l'héroïne. En 1967, elle a été arrêtée à Los Angeles pour fraude par chèque. Ce n'était pas qu'un seul mauvais choix. C'était le début de 3 années passées à faire la navette entre la prison et les hôpitaux psychiatriques. Elle n'avait plus aucune idée de qui elle était. Elle a essayé de survivre, mais la dépendance n'a cessé de l'entraîner plus profondément. Pendant ce temps, les problèmes de Robert Young n'ont cessé de croître, eux aussi. En 1966, il a été arrêté pour conduite en état d'ébriété. Le public a commencé à voir des fissures dans l'image parfaite. Les manchettes étaient difficiles à cacher. Betty, sa femme, n'a cessé d'essayer de maintenir les choses ensemble, mais ce n'était pas suffisant. Pendant des décennies, Robert s'est battu contre la dépression et la dépendance. Il a essayé à plusieurs reprises de se désintoxiquer, mais cela n'a pas duré. Parfois, il assistait à des réunions des alcooliques anonymes. Parfois, il s'internait dans des hôpitaux, mais la tristesse revenait sans cesse. La culpabilité de prétendre être un homme heureux tout en se sentant brisé à l'intérieur était trop lourde. Le cauchemar de Lauren ne s'est pas arrêté après la prison. Elle a été maintenue en servitude par un trafiquant d'héroïne qui l'utilisait comme prostituée pour payer la drogue. Elle est devenue si désespérée qu'elle a essayé de se couper la main gauche avec un couperet à viande juste pour mettre fin à la douleur. Les cicatrices ne sont jamais parties. Sa santé n'a cessé de se détériorer. Elle a attrapé une encéphalite virale et une hépatite. Elle a failli mourir. Ce n'est qu'après 6 mois passés au lit, à peine vivante, qu'elle a commencé à se rétablir. Finalement, en 1979, elle est allée à l'église Eagle's Nest de Los Angeles et a donné sa vie à Dieu. Ce moment l'a sauvée. Le tournant de Robert Young est survenu beaucoup plus tard. Le 12 janvier 1991, à 7h45 du matin, à son domicile de West Lake Village, Robert, âgé de 83 ans, a tenté de mettre fin à ses jours. Il a branché un tuyau du pot d'échappement de la voiture au siège passager. Il voulait que le monoxyde de carbone le tue tranquillement, mais la voiture ne démarrait pas, alors il a appelé une dépanneuse. Le chauffeur a vu le tuyau, a compris ce qui se passait et a refusé de démarrer le moteur. Lorsque la police est arrivée à 8h14, ils ont trouvé Robert ivre et en pleurs. Il leur a dit directement qu'il voulait mourir. Sa femme Betty était également ivre et ne pouvait même pas parler clairement. Elle a dit à la police que Robert lui avait demandé de se joindre à un pacte de suicide, mais elle ne l'a pas pris au sérieux. Ce moment de mort imminente a changé Robert. Il s'est interné dans un hôpital psychiatrique pour des soins 24 heures sur 24. Ce n'était pas sa première fois, mais cette fois, quelque chose est resté. Au cours des mois suivants, Robert a commencé à suivre une thérapie régulièrement. Il a pris des médicaments. Il s'est appuyé sur sa famille. Et pour la première fois, il a commencé à parler ouvertement de sa douleur. Il a utilisé sa célébrité pour parler de la dépression et de la dépendance. Il a encouragé les autres à demander de l'aide. Il a même contribué à créer le Robert Young Community Mental Health Center. C'était sa façon de redonner et de s'assurer que personne d'autre n'ait à souffrir en silence, comme il l'avait fait. Le plus triste dans tout cela, c'est que l'homme en qui les gens avaient le plus confiance à la télévision était celui qui souffrait le plus dans la vraie vie. Robert Young a joué Jim Anderson comme un homme qui avait tout compris, mais à l'intérieur, il se noyait.
Lauren Chapin a joué Kitten comme un petit ange brillant, mais à l'intérieur, elle se brisait. La famille Anderson n'a jamais été réelle. C'était un rêve, enveloppé de lumière et d'angles de caméra. Et tandis que le monde regardait une famille parfaite résoudre ses problèmes en 30 minutes, les vraies personnes derrière les sourires se battaient, curmetaient pour leur vie. Parfois en perdant, parfois en survivant à peine, mais sans jamais abandonner. C'était la vraie histoire derrière Father Knows Best. Alors que Robert Young se brisait tranquillement à l'intérieur et que Lauren Chapin tombait d'un rêve d'enfance dans un cauchemar, Billy Gray se dirigeait vers une chute d'un genre très différent. En 1962, le garçon qui jouait Bud Anderson, le fils bien propre que l'Amérique aimait, essayait simplement de garer sa voiture un après-midi lorsqu'un policier s'est approché et s'est penché à la fenêtre. Au moment où la fenêtre s'est baissée, l'agent l'a senti, cette odeur forte et reconnaissable de marijuana. Il a été ordonné à Billy de sortir. La fouille n'a pas pris beaucoup de temps. Sous le siège, les policiers ont trouvé un petit sac en plastique ne contenant que des graines et des tiges. Billy avait oublié qu'il était même là. Il a dit plus tard qu'il avait gardé les restes pour un ami qui voulait voir s'il pouvait les faire pousser. Ce n'était presque rien, mais en 1962, c'était suffisant pour le détruire. La marijuana n'était pas seulement illégale, elle s'accompagnait d'une lourde honte, surtout pour quelqu'un qui avait grandi en tant que fils de télévision américain par excellence. Billy n'a pas contesté les accusations. Il a plaidé non coupable, ce qui signifiait qu'il n'a pas dit qu'il était coupable, mais ne l'a pas contesté non plus. C'était une façon discrète de dire oui sans prononcer le mot. Mais les dégâts ont été bruyants, très bruyants. Billy Gray a été condamné à une peine qui semblait irréelle, allant de 1 an à 10 pour des graines. Il n'a pas purgé la totalité de la peine. Il a fini par passer 45 jours dans une ferme pénitentiaire californienne. Mais ce court séjour derrière les barreaux a suffi à briser quelque chose en lui. Il a reçu un coup de poing au visage dès ses premiers jours là-bas. Il a dit plus tard que c'était arrivé juste parce que quelqu'un le pouvait. La ferme pénitentiaire n'était pas aussi dure qu'un vrai pénitencier, mais pour un ancien enfant star, elle ressemblait à un autre monde. Et la sentence elle-même n'était pas la vraie punition. La vraie punition a commencé au moment où il est sorti. Quand il est revenu à Hollywood, il est allé à son agence de talent. MCA avait été l'un des plus grands noms de l'industrie. Ils lui ont dit droit au visage. Ils ne pouvaient plus le représenter. Ils l'ont dit comme ça, sans ménagement, sans espoir de retour en grâce. Son image américaine, par excellence, avait été anéantie en un seul après-midi. Et maintenant, l'industrie ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Les journalistes ne l'appelaient plus un acteur, ils l'appelaient un toxicomane. La presse lui a tout pris avec juste quelques lignes d'encre. Billy a dit plus tard qu'il avait décroché quelques rôles chez les acteurs ici et là, mais rien de grand. C'était, comme il l'a dit, fondamentalement la fin. Pendant qu'il purgeait sa peine, Billy a été affecté à des travaux dans la ferme pénitentiaire. Il distribuait des équipements sportifs aux autres détenus. Une partie de cet équipement avait été donnée des années plus tôt par Robert Mitchum, le même Robert Mitchum qui avait été arrêté pour possession de marijuana en 1959. Mitchum avait effectué 50 jours de travaux forcés sur le même terrain. Par la suite, il avait envoyé des vélos d'entraînement et du matériel de gym pour aider les futurs prisonniers. Et maintenant, Billy Gray, un autre acteur arrêté pour la même plante, distribuait ces mêmes articles. Mais la carrière de Mitchum n'en a pas souffert. En fait, cela l'a fait passer pour un rebelle, un hors-la-loi hollywoodien. Pour Billy, l'arrestation l'a détruit. Le même crime, 2 acteurs, 2 fins complètement différentes. Mais la partie la plus étrange est survenue près de 10 ans plus tard. En 1971, le critique de cinéma Leonard Maltin a écrit une petite note qui allait se transformer en un cauchemar de 27 ans. Il a critiqué un film intitulé Dusty and Sweet Maggie et a affirmé que parmi les vrais toxicomanes montrés dans le film, il y avait Billy Gray. Ce n'était pas vrai. Billy jouait dans le film. Il n'a jamais été un vrai toxicomane. Il ne vendait pas de drogue.
Mais la ligne de Moulton est restée dans toutes les éditions de son guide de film de 1971 à 1998. Pendant plus de 2 décennies, les réalisateurs et les producteurs ont lu ces mots et les ont crus. Le nom de Billy avait déjà été endommagé, et cela a transformé les cicatrices en blessures fraîches. Il a finalement intenté une action en diffamation en 1997. Le 18 juillet 1998, Leonard Moulton a dû se tenir lors d'une conférence de presse et s'excuser. Il a admis l'erreur. Il l'a assumée. Mais à ce moment-là, les dégâts s'étaient déjà trop répandus. Pendant que tout cela se passait, Father Knows Best a continué à être diffusé sur les téléviseurs à travers l'Amérique. Les rires que les gens entendaient pendant l'émission ne provenaient pas d'un vrai public. Ils provenaient d'une machine étrange. Charles Douglas avait construit une boîte remplie de plus de 300 rires différents. Chaque rire avait sa propre saveur. Certains gloussaient tôt, d'autres tard. Certains ne comprenaient pas la blague, mais riaient quand même. Elle était placée dans une cabine d'enregistrement de plus de 2 pieds de haut, verrouillée avec des cadenas. Les producteurs l'utilisaient comme de la musique. Ils choisissaient le rire qu'ils voulaient et le jouaient pour donner l'impression que l'émission était vivante. Eugene Rodney, l'un des producteurs, pleurait en ajoutant les rires. Cela lui semblait si réel, mais ça ne l'était pas. Tout comme la famille parfaite, la joie parfaite était fabriquée. L'émission a été filmée sur la scène 11 des Sunset Gower Studios. La maison a coûté 40 000 $ à construire. Elle avait de vrais murs, un vrai garage, une vraie cuisine avec du papier peint rouge, des armoires blanches et des comptoirs bleus. La cuisine fonctionnait. Ils y préparaient du café et partageaient de la nourriture. Tout cela faisait partie de l'effort pour que tout semble naturel. Les caméras pouvaient filmer sous n'importe quel angle parce que la maison avait 4 murs complets au lieu des 3 habituels. L'émission utilisait un film 35 mm coûteux. Chaque épisode coûtait 25 000 $ à réaliser. Les erreurs étaient coûteuses, alors certaines d'entre elles sont restées. Même avec cela, ils avaient 17 épisodes d'avance sur le calendrier. Il n'y avait pas de public en direct, juste des lumières, des lentilles et des gens qui faisaient semblant. Les scénaristes allaient et venaient. Certains avaient de grandes familles, d'autres pas. Ed James a créé les personnages. Roswell Rogers et Paul West ont écrit la plupart des épisodes, 108 et 60 chacun. Dorothy Cooper en a ajouté 32 autres. Avec autant de voix qui façonnaient ces Anderson, les personnages changeaient légèrement d'un épisode à l'autre. Parfois, Bud était sérieux, parfois ignorant. Parfois, les parents étaient impatients, parfois stricts, mais cela n'avait pas d'importance. Les gens aimaient l'illusion. À son apogée, l'émission a atteint 40 millions de téléspectateurs par semaine. CBS l'a annulée en 1955, mais les protestations ont été si fortes que NBC l'a récupérée et lui a donné une meilleure plage horaire. Les cotes d'écoute ont explosé. Le gouvernement américain a même utilisé des extraits à l'étranger pour montrer aux autres pays à quoi ressemblait une bonne famille américaine. Les Anderson sont devenus le visage de ce que tout le monde voulait être. Les familles les ont copiés, les parents les ont cités. Mais à l'intérieur des personnes qui ont créé l'émission, les choses n'étaient pas si parfaites. L'histoire de Lauren Chapman ne s'est pas terminée avec la dépendance. Le 18 mars 1979, elle a trouvé la foi à l'église Eagle's Nest de Los Angeles. Elle a laissé derrière elle la drogue et la douleur et a commencé à aider les autres. Elle est devenue monitrice d'accouchement. Elle a travaillé pour une œuvre de bienfaisance contre le sida. Elle a commencé un ministère et a même aidé à lancer la carrière d'actrice de Jennifer Love Hewitt. Elle a transformé son passé brisé en quelque chose de significatif. Billy Gray a fait de même à sa manière. De 1970 à 1995, il est devenu coureur de moto. Les motos de Speedway n'avaient pas de frein et n'avaient qu'une seule vitesse. Elles étaient faites pour tourner à gauche sur des pistes de terre.
Il a couru et Jawa a fait du vélo, prenant des virages dangereux à pleine vitesse. Après la course, il est devenu inventeur. Il était copropriétaire de Big Rock Engineering. Son invention de verrouillage de tuyaux d'eau a remporté le prix du produit le plus innovant au salon maritime IBEX. Il a dit un jour qu'il voulait que sa pierre tombale ne contienne qu'un seul mot, fabricant d'outils. Dans les années 1990, les gens ont commencé à regarder en arrière des émissions comme Father Knows Best et à poser des questions difficiles. Une historienne nommée Stephanie Cohns a écrit un livre en 1992 intitulé The Way We Never Were, la façon dont nous n'avons jamais été. Elle a dit que les familles n'ont jamais été parfaites, pas dans les années 1950, pas avant, jamais. Elle a montré que les grossesses chez les adolescentes ont culminé pendant la période où les Anderson étaient à la télévision. Que le mariage n'a pas duré plus longtemps à cette époque, que la consommation de drogue n'était pas un nouveau problème. Son livre s'est transformé en un mouvement. Elle a aidé les familles à réaliser qu'elles n'étaient pas papa brisées, qu'elles étaient juste réelles. En fin de compte, c'est ce que Father Knows Best nous a donné. Pas une histoire vraie, mais un miroir de ce que les gens voulaient croire. Un rêve cousu ensemble par un film, des machines à rire et des scénarios bien écrits. Mais derrière chaque sourire de cette immense émission se cachait une vie qui ne correspondait pas à l'écran. Robert Young a essayé de se suicider. Lauren Chapin a essayé de se couper la main. Billy Gray a été chassé d'Hollywood pour un sac de graines. La vérité n'a jamais été noire et blanche. Elle a toujours été cachée dans l'ombre entre les scènes.